Pour une fois, nous ne sommes pas à Paris. Eh oui, un ingénieur marseillais dépose un brevet pour un truc complètement dingue, un système de transmission qui rend les roues avant à la fois motrices et directrices, la traction avant intégrale. Georges Latil vient d'inventer ce que l'automobile mettra 40 ans à généraliser. Mais Georges, il s'en fout de la gloire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est pas de vendre des voitures aux bourgeois parisiens, c'est de fabriquer des engins capables de tracter l'impossible. Des canons d'8 tonnes dans la boue, des doujumes de chêne sur des pentes à 50 degrés, des bennes pleines de gravats dans des ruelles où aucun autre camion ne passe. Latil, c'est le spécialiste du terrain pourri. Là où les autres abandonnent, Latil avance. En 1916, à Verdun, quand les chevaux crèvent par centaines sous les obus allemands, c'est le tracteur Latil TAR qui remonte la voie sacrée. 4 roues motrices, 4 roues directrices, increusable. Il tracte les canons de 155, ravitaille les tranchées, sauve littéralement la bataille. Après la guerre, Latil se dit « Tiens, et si on faisait les camions avec le même système ?» Résultat, des camions à cabine ronde, reconnaissables entre mille, capables de tourner dans un mouchoir de poche, des tracteurs forestiers orange qui ne tombent jamais en panne, des bennes tasseuses qui nettoient Paris pendant 50 ans. Latil, c'est l'ingéniosité marseillaise au service du BTP français. Et puis en 1955, Renault a tout racheté. Latil, effacé. Aujourd'hui, on raconte son histoire, parce que vous méritez de savoir ce qu'on a vraiment perdu. Et croyez-moi, c'est pas rien. Allez, on y va. Les origines. Marseille, 1897. Un jeune ingénieur de 19 ans se balade dans les rues du Vieux-Port. Il s'appelle Auguste Joseph Frédéric Georges Latil, né le 1er juin 1878. Et il a un problème qui le rend dingue. Comment faire pour qu'une roue puisse à la fois tourner et pivoter sans que la transmission se torde ou explose ? Les autres ingénieurs vous diront que c'est impossible, que les cardans ne tiendront pas. Georges, lui, observe son propre genou. Il plie la jambe, la rotule pivote dans tous les sens, fluide, solide, naturel. Il se dit « Et si je faisais pareil avec une roue ?» Il dessine un système de transmission articulée avec un essieu brisé et des cardans à rotule inspirés de l'articulation humaine. Il dépose le brevet du principe de transmission articulée permettant aux roues avant d'être à la fois motrices et directrices. La traction avant moderne vient de naître, ou du moins sa version la plus viable et exploitée commercialement. L'année suivante, en 1898, il s'associe avec Aloïs Korn, un mécanicien talentueux, et il monte la société Korn et Latil, à Marseille. Leur produit phare, l'avant-train Latil, un module motorisé autonome, moteur, transmission, direction, qu'on fixe à l'avant d'une charrette à cheval. On enlève le cheval, on visse l'avant-train et hop, véhicule motorisé. Pas besoin d'acheter un camion complet. Malin, économique, pratique. Les transporteurs marseillais adorent. Les charretiers se reconvertissent, les petits artisans motorisent leur affaire sans se ruiner. Pour prouver la fiabilité de son engin, Georges multiplie les démonstrations de longue distance sur des routes épouvantables. Ornières, pavés cassés, boue. L'avant-drain tient le choc sans panne majeure. Le message est clair, ça marche. Sauf que Georges est ingénieur, pas commercial. Il sait construire, mais pas vendre, et il n'a pas un rond. Au début du siècle, l'entreprise déménage à Levallois-Perret, plus proche des clients industriels, vers 1903, renommé Avant-Train Latil. Puis, en 1905, Charles Blum débarque. Polytechnicien brillant, il a de l'argent et une vision. Il rencontre Georges et son frère Lazare, comprend le potentiel et investit massivement. Les ateliers sont agrandis, de nouvelles machines arrivent, la production explose. On ne fabrique plus seulement des avant-trains, on passe au châssis complet, aux camions de 3 tonnes, aux porteurs, aux tracteurs. L'entreprise devient la Compagnie des automobiles industrielles Latil, puis Automobiles industrielles Latil, et s'installe définitivement à Suresnes en 1914, où elle restera jusqu'à sa disparition. Blum a sauvé Latil, et Latil lui offre le meilleur système de traction du marché. La guerre éclate. L'armée française a un problème. Comment déplacer ses canons lourds sur des terrains défoncés, boueux, criblés d'obus ? Les chevaux meurent par centaines, les tracteurs classiques s'enlisent. Mais le Latil TAR, lui, passe partout. 4 roues motrices et directrices, moteur 4 cylindres costaud, environ 35-40 chevaux, garde au sol élevé, capable de tracter 20 tonnes sur des pentes impossibles. Il grimpe, il franchit, il ne lâche rien. Et surtout,
Il est increvable. Cette route de 65 km entre Bar-le-Duc et Verdun, c'est l'artère vitale du front. Sans elle, Verdun tombe. Pendant 10 mois, jour et nuit, sous les bombardements, des milliers de véhicules roulent sur cette route, dont des centaines de Latil TAR. Au plus fort de la bataille, un véhicule passe toutes les 14 secondes. Les TAR tractent les canons lourds, ravitaillent les premières lignes, remontent les blessés. Ils roulent dans la boue jusqu'aux essieux, sous la pluie, sous les obus, sans s'arrêter. Plus de 3000 TAR sont produits pendant la guerre. Certains serviront encore jusqu'en 1940. L'armistice sonne, les commandes militaires s'effondrent, mais Latil ne meurt pas. Georges comprend qu'il a entre les mains une technologie unique, et il décide de l'adapter aux civils. Dès 1919, Latil lance une gamme de véhicules pour services municipaux, balayeuses, arroseuses, bennes à ordures. Des engins capables de grimper les rues en pente, de tourner dans des ruelles impossibles. Dans les années 20, Latil sort un tracteur forestier à 4 roues motrices. Un engin capable de débusquer des grumes de plusieurs tonnes dans des pentes où personne ne passe. Les forestiers l'adorent, il ne tombe jamais en panne. Georges est décoré chevalier de la Légion d'honneur en 1930. Les actions de Latil sont cotées à la Bourse de Paris. Entre 1932 et 1937, les camions sont même fabriqués sous licence en Angleterre. Latil devient une marque internationale, mais elle reste fidèle à ses principes. Robustesse, simplicité, efficacité. Pas de fioritures, juste des engins qui fonctionnent. En 1939, Georges a 61 ans. Il cède définitivement le contrôle de l'entreprise à Charles Blum, qui en était déjà le dirigeant principal depuis longtemps. La guerre éclate à nouveau, l'occupation. Les usines de Suresnes sont réquisitionnées par les Allemands. Après la libération, en 1945, Latil redémarre difficilement. Les bâtiments sont abîmés, les machines vieillissent, l'argent manque. La production de tracteurs tout-terrain reprend, mais les camions routiers classiques restent rares. Latil est à la traîne. Ses concurrents, Berliet, Semua, Unique, sortent des camions modernes. Latil reste sur ses vieux châssis d'avant-guerre. Robustes, certes, mais dépassés. Le marché veut de la modernité. Latil offre de la robustesse. Et bientôt, tout va basculer. Georges Latil a inventé la traction avant. Il a créé l'un des premiers 4x4 au monde. Il a contribué à tenir Verdun. Il a équipé les armées, motorisé les municipalités, les forestiers, les artisans. Mais il n'a pas su vendre du rêve. Latil ne brillait pas. Latil bossait. Et dans l'automobile, bosser ne suffit pas. Les modèles phares, les engins qui ont marqué. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les engins qui ont vraiment construit, débardé, nettoyé, tracté. Ceux que les gars du terrain connaissent encore. Ceux qui ne tombaient jamais en panne. Pendant que les autres constructeurs se battaient pour vendre des voitures aux bourgeois, Latil fabriquait des machines pour ceux qui bossent. 5 modèles en particulier ont marqué l'histoire. 5 engins qui incarnent tout le génie de Georges Latil. Allez, on y va. Le TAR, le héros de la voie sacrée. Le tracteur d'artillerie roulant, le TAR, celui qui a joué un rôle décisif à Verdun. On en a déjà parlé, mais il mérite qu'on s'y attarde. C'est lui qui a prouvé la supériorité du système Latil en conditions extrêmes. Produit dès 1913, c'est l'un des premiers engins militaires en série équipés du système 4 roues motrices et directrices de Latil. Châssis court et trapu, roues initialement pleines cerclées de fer, remplacées plus tard par des pneumatiques ou pneus jumelés. Moteur 4 cylindres essence de 4,2 litres, autour de 30-35 chevaux à 1200 tours par minute, boîte 5 vitesses. Garde au sol élevée, environ 45 cm. Capable de tracter jusqu'à 20 tonnes, voire plus sur pente modérée, et de porter 3-4 tonnes. 2. Le TL10 et ses prédécesseurs, le roi des forêts. Après la guerre, Latil adapta son savoir-faire 4x4 au civil. Si ça tracte des canons, pourquoi pas des grumes? Dès les années 1920 avec le TL, puis dans les années 1930 et 1940, le H14 TL10 devint la légende à partir de 1947 jusqu'en 1962, même sous Saviem.
Cet engin trapu, souvent peint en orange, reposait sur 4 roues agricoles massives et une bêche d'ancrage arrière pour stabiliser en pente. Son moteur 4 cylindres diesel, évolution du H14 avec injection directe sous licence Gardner, affichait une cylindrée d'environ 5,6 litres et délivrait entre 65 et 85 chevaux selon les versions, sobre et fiable. Les forestiers l'adoraient. Il grimpe des pentes à 40-50%, roulait dans la boue jusqu'aux essieux, sur chemin défoncé. Il débusquait et tirait des grumes de plusieurs tonnes sans broncher. Robuste, réparable sur place, il gagnait une réputation quasi incassable, même s'il rouillait et vieillissait. Certains exemplaires roulent encore aujourd'hui, 60 à 70 ans après, en usage réel ou en collection. Preuve vivante de la philosophie Latil, construit pour durer. 3. Les bennes municipales et véhicules de voirie. Le nettoyeur des villes. Dès 1919, Latil déclina son système en gamme municipale. Balayeuse, arroseuse, benne à ordures, porte-engins. À l'époque, ramasser les ordures dans Paris ou les grandes villes relevait du casse-tête, avec des rues étroites, des pavés défoncés, des pentes et des arrêts fréquents. Latil proposa des camions à cabine avancée équipés de 4 roues directrices, offrant un rayon de braquage exceptionnel autour de 6 à 7 mètres pour un 7 tonnes. Demi-tour dans une ruelle palaisienne? Possible. Les municipalités adoptèrent rapidement. Paris équipa une partie de sa flotte, Lyon et Marseille suivirent. Avec des bennes tasseuses et des châssis robustes, ces engins servaient des décennies. Fabriqués dans les années 1920-1930, certains roulaient jusqu'aux années 1960-1970, soit plus de 40 ans de service. Parce que la team priorisait la durabilité sur la modernité esthétique. H16 A1, la cabine ronde qui ne fait plus sourire. Après-guerre, Latil modernisa ses camions routiers. Dès 1948, les H16A1 arrivèrent avec une cabine avancée ronde, conçue par Aérazur, puis affinée en 1954 pour plus de standardisation. Cette cabine sympathique, presque cartoon, avec ses lignes arrondies et ses chromes horizontaux, cachait du sérieux. Le H14 embarquait un 4 cylindres diesel d'environ 5,6 litres pour 80 chevaux et une charge utile de 7 tonnes. Le H16, un 6 cylindres de 9 litres pour 130 chevaux et 10 tonnes. Boîte 4 à 5 vitesses, frein pneumatique, châssis rigide. Version porteur, tracteur ou fourgon. Artisans et entreprises de BTP les achetaient, simples, robustes, réparables partout. Problème, ils restaient sur des bases d'avant-guerre. Cabine bruyante, isolation faible, moteur chaud. Les concurrents comme Berliet, Unique ou Semua sortaient des cabines ergonomiques et confortables. Latil misa sur la rationalisation avec peu de modèles sur la même base mécanique, mais le marché voulait du neuf. Les ventes stagnèrent. En 1955, Latil fusionna avec la branche poids lourd de Renault et Semua pour former Saviem. Fin de la marque indépendante, même si les modèles TL survécurent sous le nouveau nom. 5. Le M71, la Jeep française méconnue. Dernier modèle à part, le M71. Ce petit véhicule militaire 4x4, développé fin des années 1930, autour de 1939 et repris après 1945, ressemblait à une Jeep française avant l'heure, compacte, surbaissée malgré de grandes roues, passe-partout. L'armée en commanda quelques centaines, pour l'infanterie légère, la liaison, la reconnaissance ou le tractage d'artillerie légère et anti-chars. Il servit surtout la gendarmerie et les troupes coloniales. Petite série, pas de production massive. Symbole parfait de Latil, techniquement brillant avec ses 4 roues motrices et directrices, mais peu connu, peu promu. La disparition quand Renault avale tout. Un bureau ministériel à Paris. Quelques hommes en costume, des stylos qui signent, des poignées de main, et voilà, c'est acté. Le 23 décembre 1955, la régie Renault fusionne sa division poids lourd avec 2 constructeurs indépendants, Latil et Somua. Officiellement, l'objectif est clair, rationaliser la production française de camions, mutualiser les moyens, faire face à la concurrence allemande. Le nouveau groupe s'appelle Saviem LRS, Société anonyme de véhicules industriels et d'équipements mécaniques, Latil, Renault, Somua. Un nom à rallonge, vite simplifié en Saviem. Sur le papier, les partenaires partagent le capital de manière équilibrée au départ.
Dans les faits, Renault, en tant que régie nationale soutenue par l'État, tient rapidement les rênes. Latil et Somua, brillants mais petites structures, pèsent peu face aux mastodontes étatiques. Au début, tout semble bien se passer. Les trois marques continuent à produire leurs modèles respectifs, les camions portent encore leur badge d'origine, les usines tournent, les ouvriers bossent. Mais en coulisses, la machine à uniformiser est déjà lancée. Dès 1957, le premier camion à porter uniquement la marque Saviem sort des chaînes, le Renault fainéant rebadgé, Tancarville ou Mondragon, avec son moteur couché horizontal au milieu du châssis. Le message est clair, on standardise, on efface les différences. En avril 1959, Saviem absorbe les cars Chausson, constructeur d'autocars. En mai 1959, à peine 3 ans et demi après la fusion, la marque Latil disparaît officiellement. Plus de badge Latil sur les calandres, plus de publicité autonome, plus d'identité propre. Les camions à cabine ronde H14 et H16, encore en production, deviennent des Saviem. Les tracteurs forestiers TL10, encore vendus aux forestiers, deviennent des Saviem. Les bennes municipales, encore en service dans des dizaines de villes, deviennent des Saviem. Latil n'existe plus en tant que marque. Mais pourquoi tuer une marque qui fonctionnait encore ? Pourquoi effacer 60 ans d'histoire, d'innovation et de savoir-faire ? Plusieurs raisons expliquent cette disparition. D'abord, le marché français des poids lourds dans les années 1950. 12 marques pour une production annuelle d'environ 18 000 véhicules. Trop fragmenté, trop petit, trop concurrentiel. Personne ne gagnait vraiment d'argent. L'État pousse à la concentration pour créer des champions nationaux capables de rivaliser à l'international. Latil et Somua sont sacrifiés sur l'autel de la rationalisation industrielle. Ensuite, la technologie. Latil excellait dans le 4 roues motrices et directrices, idéal pour les terrains difficiles, les forêts, les chantiers municipaux, mais sur route longue distance, gros tonnage, Latil n'avait plus d'avantage compétitif majeur. Ses cabines restaient bruyantes, les moteurs chauffaient, l'ergonomie datait. Les concurrents proposaient du confort moderne, des moteurs plus puissants. Latil offrait de la robustesse, le marché réclamait de la modernité. Et soyons honnêtes, Latil n'a jamais su se vendre massivement. Pas de grande publicité, pas de marketing agressif, pas de réseau étendu. Elle vendait à une clientèle fidèle, forestiers, municipaux, artisans, mais peinait à conquérir de nouveaux segments ou à exporter largement. Renault, elle, avait le réseau, l'argent public et l'État derrière. Renault avale Latil, digère ses brevets et son savoir-faire en 4x4, récupère ses usines, Suresnes ferme progressivement, disperse ses ingénieurs et efface le nom. En 1959, Saviem devient une filiale à 100% de Renault. Les décisions stratégiques passent à Billancourt. En 1975, Renault rachète Berliet, en difficulté après sa gestion par Citroën Michelin. En 1978, Berliet et Saviem fusionnent pour former Renault Véhicules Industriels, RVI, unique constructeur français de poids lourds. Les deux marques cohabitent encore un temps, mais c'est cosmétique. Et pourtant, les vrais camions Latil roulent encore pour certains. Dans des forêts isolées, des TL10 orange débusquent toujours des grumes, rouillées mais rafistolées, 70 ans après. Dans des collections privées ou musées amateurs, des TAR de Verdun, des H14 à cabine ronde ou des bennes municipales survivent. Dans la mémoire des anciens du BTP, des forestiers, des services municipaux, Latil reste une légende discrète. Pas une marque grand public, pas un constructeur de camions routiers classiques, non. Latil, c'était le spécialiste de l'impossible, celui qui passait là où personne ne passait, tractait ce que personne ne tractait, tenait des décennies sans broncher. Georges Latil a inventé la traction avant viable à 19 ans. Il a créé l'un des premiers 4x4 automobiles au monde. Il a contribué à tenir Verdun. Il a motorisé les villes, les forêts, les chantiers. Mais il n'a pas su ou voulu vendre du rêve. Dans l'industrie automobile, la robustesse ne suffit pas toujours. Il faut aussi du marketing, de la séduction, des histoires. Latil ne séduisait pas. Latil bossait. Et l'industrie moderne ne l'a pas pardonné. Likez si vous pensez que Georges Latil mérite mieux que l'oubli.
Commentez si vous avez déjà vu un vieux Latil quelque part, dans une forêt, une grange ou un musée. Racontez-nous, on adore ces histoires. Et partagez autour de vous, parce que tant qu'on raconte, ils ne disparaissent pas complètement. La prochaine fois, on vous parle d'une autre légende enterrée. Je vous laisse deviner laquelle dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vos vieux engins, ils valent plus que vous ne croyez. À bientôt sur BTP Power et rappelez-vous, on ne construit plus comme avant, mais on se souvient encore. Beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'il y a en matériel, ce qu'il y avait avant, quoi, comment ça a commencé, la mécanique. Quand on voit que les 4x4 à la guerre de 14, c'était déjà un produit assez courant dans certaines marques, surtout chez Latil. Vous avez déjà des beaux engins tout-terrain. On croit toujours que l'engin tout-terrain est arrivé pendant la guerre de 39-45 avec les Jeeps et tout. Mais non, c'est arrivé bien avant. La guerre de 14, Latil, la marque française, faisait déjà du bon matériel. Après avoir acquis le véhicule et la remorque censée le transporter sur les champs de bataille, Michel a fabriqué de ses mains cette maquette en bois d'un char de la Grande Guerre. Et le centenaire du conflit lui donne des idées. Ma plus grande fierté, ce serait de présenter ce matériel-là à l'anniversaire de 2018. Quoi, ce sera de descendre les Champs-Élysées avec mon matériel. J'en serais très fier de sortir avec ça. De présenter avec d'autres collègues qui ont aussi du matériel comme ça, d'être parmi eux, parmi le défilé, de descendre avec ça. Ça serait la cerise sur le gâteau, ça.